monde meilleur. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h41, bienvenue dans le petit déjeuner politique de Jean-Baptiste Lemoyne, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Grande restitution hier du grand débat au Grand Palais. Il n'y a pas quelque chose qui vous a choqué, vous ? Non. Écoutez, moi j'ai trouvé qu'au contraire c'était un moment fort parce que ça vient ponctuer 3 mois de débats intenses, 10 000 réunions dans les communes, les maires qui se sont fortement engagés, les citoyens qui ont pris la parole. Moi, j'ai pas souvenir en 20 ans qu'on ait vu une telle ébullition démocratique au sens positif ça, c'est vrai. Du terme, et tout simplement aussi des Français qui retrouvent un lien entre eux parfois. Ouais. Je peux vous le dire. Bon, on est d'accord, Jean-Baptiste Lemoyne. Pourquoi justement on n'a pas prononcé le mot et l'expression gilet jaune hier pendant ces 3 heures ? C'est grâce aux gilets jaunes qu'il y a eu tout ça, non ? C'est tabou au gouvernement. On ne doit pas prononcer gilet jaune. Le mot de gilet jaune. C'est pas tabou parce que vous l'avez prononcé. Non, mais le mot de gilet jaune. Entre le gilet jaune du 17 novembre. Et le gilet jaune d'aujourd'hui, il y a des réalités bien différentes derrière un même mot. Et donc je crois que ce qui a été exprimé au début du mouvement était notamment une forme de ras-le-bol fiscal, parce que au début de la crise était une taxe. Et donc je crois qu'on a entendu le message, le Premier ministre l'a dit, exaspération fiscale. Et donc de ce point de vue-là, oui, on est déterminé à aller encore plus vite dans les baisses d'impôts, parce qu'on en a fait depuis qu'on est arrivé des baisses d'impôts. Fin de la taxe d'habitation, baisse de l'impôt. C'est en cours, bien sûr. Pour 80% des Français, ça a été la réalité de cette année. Ils n'ont pas payé leur taxe d'habitation. Les Français et les gilets jaunes, en l'occurrence, on ne parle pas de la consultation, mais c'est vrai, il y avait cette exaspération fiscale, mais il y avait surtout un problème de pouvoir d'achat. Et là, on a moins entendu de pouvoir d'achat. Ça en découle forcément directement d'une manière ou d'une autre, mais comment faire justement sur le pouvoir d'achat ? Ça, c'est la question la plus sensible. Mais vous savez que sur le pouvoir d'achat, regardez, au mois de décembre, le président de la République a annoncé des mesures, pas pour 10 centimes d'euros, pour 10 milliards. 10 milliards d'euros avec d'ailleurs des entreprises qui ont joué le jeu, qui ont versé des primes, un certain nombre de personnes qui ont pu avoir leur prime d'activité réévaluée pour justement leur permettre de reprendre une activité en faisant face aussi à tout ce que ça peut induire en termes de frais de nounou, de frais de transport, etc. Donc, ça a dopé d'ailleurs le PIB. Voilà, vous m'enlevez les mots de la bouche. Il y avait ce matin un article chez un de vos confrères sur les économies qui ralentissent en Europe. Il se trouve que la France résiste plutôt mieux que les autres, grâce notamment à ce carburant de pouvoir d'achat. C'est quand même incroyable, Jean-Baptiste Lemoyne. Merci les Gilets jaunes d'avoir provoqué un grand débat. Merci d'avoir dopé le PIB. Mais vous savez, il ne faut pas écarter d'un revers de la main lorsque un mouvement se manifeste, lorsque des citoyens expriment quelque chose. L'expression du 17 novembre, on l'a entendu. Maintenant, les manifestations qui, ces dernières semaines, ont pu conduire à des dégradations inacceptables, qui portent atteinte à l'image de la France. Je m'occupe du tourisme aussi. Je peux vous dire qu'à l'étranger, maintenant, on a un gros boulot, il faut se retrousser les manches, parce que ces images sur les Champs-Élysées, elles ont fait le tour du monde. Alors moi, je compte maintenant sur nos féminines de la Coupe du monde de foot, pour pouvoir montrer des images positives d'une France... Attention, une France qui accueille. Oui, mais France qui accueille. Ça peut être perturbé aussi par des gilets jaunes. Oui, mais c'est là où aussi, je lance aussi un appel à la responsabilité. La France a beaucoup souffert de ces images négatives. Il est temps, à un moment, de ne pas casser l'outil de travail de millions de Français. Regardez, l'hôtellerie, la restauration, c'est pas des gens qui gagnent des milliers des cents, c'est des gens qui ne comptent pas leurs heures. Ce sont des courageux. Donc voilà, un peu de respect aussi pour eux. Mais Jean-Baptiste Lemoyne, vous venez du terrain, donc vous connaissez aussi ces gens, comme vous les avez appelés, alors les gilets jaunes d'à côté, puis l'ensemble en fait des Français. Ils attendent maintenant du concret. Il y a eu certes ces 10 milliards, mais là, à la suite de ce grand débat, qu'est-ce qui va en ressortir ? Parce que on demande une baisse des impôts, mais davantage de services publics. Quelque part, c'est une contradiction, non ? Voilà, éternel paradoxe. Mais je crois que ce que j'ai entendu pour avoir fait un certain nombre de grands débats, notamment dans mon département de l'Yonne, où j'étais encore hier soir pour un conseil municipal, vous voyez, où justement on met les mains dans le cambouis de façon très concrète. Vous êtes ministre et vous allez encore au conseil municipal ? Oui, tout à fait. J'ai voulu rester conseil municipal parce que c'est important de voir aussi dans nos petites communes, c'est une commune de 500 habitants, aussi... On a senti ce souhait
peut-être d'être moins délaissés que les grandes métropoles, dont on a le sentiment que tout se passe là-bas et que beaucoup de choses quittent les milieux ruraux, les secteurs ruraux. Et donc je crois que dans le grand débat, il y a aussi eu l'expression d'une demande de proximité, de services publics qui se réinventent, parce que certes, il y a la numérisation, mais à un moment, il y a aussi besoin du contact physique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le président de la République, il a été aussi beaucoup à la rencontre des maires, parce que les maires, ce sont justement ces hussards de la République, on disait ça des enseignants sous la Troisième République, mais aujourd'hui ce sont ceux qui tiennent finalement les fondations et qui font les murs de la République, parce que sans eux, tout serait beaucoup plus compliqué. Mais vous les comprenez, hein, Jean-Baptiste Lemoyne, il y a quand même une impatience. Et Édouard Philippe a dit hier, toute frilosité dans les décisions serait impardonnable. Ça veut dire qu'on va avoir des choses surprenantes. C'est-à-dire que, y compris en termes de méthode, je crois que il faut qu'on se bouscule. On peut pas continuer dans le business as usual, pardon de prendre une expression anglo-saxonne, mais comme si de rien n'était. Et donc ça veut dire que oui, il faut aussi se réinventer la façon d'agir, y compris démocratiquement. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a une envie de participation. Et moi, je vais vous dire, je trouve que cet élan démocratique, il est très sain. Et moi, d'ailleurs, j'ai soumis en Conseil des ministres il y a 3 ou 4 semaines, je pense qu'il faut que, mettons, chaque mois de février, on décide de tenir des débats, parce que j'ai entendu des Français qui veulent aussi savoir à quoi sert l'argent public, à quoi leurs impôts servent, et c'est l'occasion aussi d'évaluer les politiques publiques. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Mais alors ça, il y a déjà la Cour des comptes qui le fait. Alors ce ne sont pas les citoyens, mais il y a la Cour des comptes. Et puis derrière, une fois par an, on a ce rapport, et puis derrière, on le referme. Vous avez effectivement tout dit, c'est-à-dire que il faudrait des contrôles citoyens plus réguliers, peut-être. Alors, je trouve que c'est l'occasion inespérée pour finalement faire passer le crash test à beaucoup de politiques publiques. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que l'argent qui est mis est bien utilisé ou pas? Moi, j'ai beaucoup entendu ça dans les grands débats. Et d'ailleurs, quand les Français disent comment peut-on baisser la dépense, ça reste parfois un peu imprécis en disant le train de vie de l'État, etc. Mais derrière ça, je pense que c'est l'idée de à quoi sert l'argent. Bon, des assemblées citoyennes, ou en tout cas les citoyens seraient mêlés à la vie démocratique du pays. Vous y croyez? Ça va ressortir de ce grand débat. Enfin, pas de ce grand débat, mais des propositions. Enfin, en tout cas, moi, je souhaite qu'on ait des temps de débats qui demeurent chaque année comme ça, peut-être encadrés dans le temps, mais qui permettent à un moment T, que les citoyens apportent aussi, contribuent, et puis que les parlementaires, le gouvernement, les directeurs d'administration centrale puissent entendre, écouter et adapter les politiques publiques aussi à ça. Bon, voilà, c'est une piste. Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes ministre en charge aussi de l'Europe et des Affaires étrangères. Il y a un dossier particulièrement important. Chaque semaine, on dit c'est une semaine cruciale pour le Brexit. Là, il y a une nouvelle date butoir qui a été fixée à vendredi 12 avril. Theresa May sera à Paris, elle est à Berlin ce matin. La question peut être, vous croyez que la question peut être réglée cette semaine ou pas? Alors, effectivement, c'est un feuilleton, le Brexit, vous avez raison de le dire, et c'est assez terrible, parce que en réalité, on voit bien que les Britanniques ont fait un choix, il est souverain, on le respecte, de quitter l'Union européenne. Tout ça au terme d'une campagne, on s'en souvient, référendaire, où beaucoup d'informations finalement pas totalement avérées ont circulé, où certains souverainistes ou populistes ont véhiculé encore une fois des idées fausses sur lesquelles ça irait mieux après, sauf que ils ont voulu semer la discorde en Europe, et en fait ils ont semé la discorde au sein du peuple britannique, parce que regardez, un parlement qui est incapable de se mettre d'accord, on le voit, il vote, se mettre d'accord sur les conditions de sortie, c'est pas sur on reste ou on reste pas. Mais pas d'accord sur également la relation future avec l'Union européenne. Enfin, pas d'accord sur finalement quoi pour le Royaume-Uni. Oui, mais ils n'ont pas envie de revenir en arrière quand même. Au Parlement britannique, on n'entend pas cette idée de revenir en arrière, on reste vraiment dans l'Europe, quoi. Mais en tous les cas, je crois que le Royaume-Uni, à cause de ce dossier, est profondément divisé. Et c'est ce qu'on voit, encore une fois, cette incapacité à pouvoir aller de l'avant. Et donc maintenant, Theresa May vient cet après-midi rencontrer le président de la République, et naturellement, nous attendons des éléments d'éclaircissement, d'explication, de stratégie. Quel est le souhait positif des Britanniques, du Parlement britannique, du gouvernement britannique. Elle vient notamment aussi pour plaider à un nouveau report à la fin du mois de juin. Alors, dans ces conditions, est-ce que ça veut dire que les Britanniques voteraient aux élections européennes qui auront lieu fin mai, Jean-Baptiste Lemoyne? Si d'aventure il devait y avoir une extension de leur maintien dans l'Union européenne de quelques semaines,
à ce moment-là, ils seraient amenés, peut-être, à prendre part à ce scrutin européen, ce qui serait un paradoxe. Et donc, c'est pourquoi la France dit, nous avons besoin, mais l'Europe aussi, dit, l'extension, elle ne va pas de soi. Tout ça doit être conditionné au fait qu'il y ait une vraie stratégie claire, un plan, parce que mais on ferme pas la porte quand même, donc au report. Se faire balader de semaine en semaine comme ça n'est pas satisfaisant. Ouais, donc, on a besoin, encore une fois, que les Britanniques, et j'ai vu qu'ils ont pris langue, majorité, opposition, on a besoin d'un plan clair britannique. Ouais. Et donc, on va voir si Theresa May est en mesure d'apporter ce plan clair. Mais l'hypothèse que les Britanniques participent aux élections européennes n'est pas totalement écartée ce matin, quoi. J'ai vu que les Britanniques se préparaient eux-mêmes éventuellement à le faire, mais encore une fois, tout ça est soumis à une unanimité européenne. On a besoin de ce plan clair. S'il n'est pas là, encore une fois... Le gouvernement français n'est pas très favorable à ça. Si. Le truc, c'est qu'il faut... Pardonnez-moi. Oui. Il ne faut pas que l'Europe soit prise en otage. Parce que les Britanniques ont fait un choix, mais les autres peuples européens, eux, ils ont des choix à faire, des choix démocratiques. C'est le 26 mai. Ils veulent se choisir des députés européens pour écrire une nouvelle page de leur histoire. Comment peser dans un monde où il y a des tensions partout, où on voit des tentatives de puissance chinoise, russe, américaine, et comment nous on fait pour exister là-dedans. Ça veut dire que on doit repenser de nombreuses politiques, la concurrence, le commerce, etc. Et donc, voilà, on a besoin d'avoir, de ne pas être matin, midi et soir obsédé par le Brexit. Donc on a besoin à un moment que cette histoire-là soit derrière nous pour pouvoir... D'ailleurs, créer une nouvelle relation avec le Royaume-Uni, différente, et puis réfléchir sur l'Europe. Deux questions internationales, Jean-Baptiste Lemoyne. La Libye, parce qu'il y a une situation en fait dramatique aujourd'hui, vous êtes inquiet de nouveau la Libye, ce qui se passe nous, effectivement, notre souhait, c'est qu'elle retrouve de la stabilité. Parce qu'on le voit, faute de cette stabilité, vous avez vu que c'était un endroit de passage majeur pour un certain nombre de migrants. Vous dites comme Christophe Castaner, d'ailleurs, que certaines ONG sont complices des passeurs. Les propos de Christophe Castaner, je crois qu'ils ont été tronqués. Il n'a pas fait une généralité. Mais ça arrive qu'il y ait des complicités, connivences. Il y a eu parfois, peut-être parce que des contacts radio, téléphoniques entre un bateau en mer, voilà, et puis des individus. Mais ce qui compte, c'est pas ça. Je crois qu'on est tous engagés pour éviter ces drames humains. Le président de la République, il le dit. Si des gens prennent les routes de la nécessité, c'est pas par plaisir, c'est parce que ils ne trouvent pas les conditions chez eux, d'un plein accomplissement, de pouvoir travailler, de pouvoir éduquer leurs enfants, etc. Et donc c'est pourquoi nous, on met sur la table. On se réengage en matière de développement. On est là pour faciliter la scolarisation des jeunes filles en Afrique. On fait énormément. Le président est très engagé là-dessus. Et c'est ça les vraies réponses positives. Oui, le mot de la fin, Jean-Baptiste Lemoyne, avec Cécile de Bénibus. Avec un autre dossier qui fâche, c'est l'application de la charia par le sultan de Brunei. Vous avez dit qu'il devait rendre des comptes face à l'ONU le 6 mai prochain. Si toutefois il ne revenait pas en arrière, ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait stopper les échanges commerciaux? C'est quoi le but? Vous savez, nos échanges commerciaux, en réalité, ils sont assez faibles avec Brunei. Donc c'est, hélas, pas véritablement un levier. On parle de 360 millions, c'est ça? Mais ce qui compte, c'est qu'il y a des valeurs. Et ces valeurs, elles sont universelles. La Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a été adoptée à quelques centaines de mètres d'ici. Palais de Chaillot, c'est il y a 70 ans. 70 ans plus tard, on voit que le combat continue parce que il y a des législations qui effectivement ne sont pas acceptables. Mais on fait quoi du coup? On fait quoi? Il y a encore une fois le fait de pouvoir, dans des enceintes internationales, demander à un pays de rendre des comptes, se sentir pointé du doigt, c'est jamais agréable. Et puis on fait des démarches diplomatiques. Notre ambassadeur, avec ses collègues européens, a porté notre message de désapprobation très forte auprès des autorités du Brunei. Maintenant, les États sont souverains. Et on ne va plus au Plaza Athénée ou au Meurice. J'ai vu que c'était l'appel lancé par des acteurs. En tous les cas, je crois que chacun choisit sa forme. Vous n'irez pas là dans l'immédiat. Je vous mets à l'aise. Quand au gouvernement on voyage, on essaye de voyager à petit prix. Mais même à Paris, vous n'irez pas boire de verre à Paris ou à l'hôtel Meurice. Ce que je veux dire, c'est que chacun choisit sa forme de quelque part d'indignation. En tous les cas, je peux vous dire qu'avec Jean-Yves Le Drian, avec Marlène Schiappa, on se mobilise pour une diplomatie qui défend aussi les droits LGBT. Merci beaucoup. Et vous avez un invité surprise. Oui, salut Jean-Baptiste, c'est Alain Juppé. Encore. Et Monsieur le Premier ministre.
Avant de rejoindre Macron, tu m'avais soutenu aux primaires de la droite en déclarant Alain Juppé incarne le renouveau. LOL, MDR, RPR. Franchement, avec des vannes pareilles, plutôt que d'être secrétaire d'État, t'aurais dû faire du stand-up. Même Gad Elmaleh aurait pu te la piquer, celle-là. Alors, voici ma question. Toi qui t'occupes entre autres du tourisme au gouvernement, est-ce que Jean-Yves Le Drian, avec Jean-Yves Le Drian, tu as déjà joué à Chat Perché ou à Colin Maillard? Parce qu'il paraît que c'est un gros déconneur, Jean-Yves. Alors, est-ce que tu me confirmes? Nous avons d'autres types d'activités qui sont un peu plus sérieuses. D'accord. Moi, le funky, imagine. visiblement. Vous surveillez par exemple le 5e mandat possible pour Benjamin Netanyahou en Israël? Les électeurs israéliens sont appelés aux urnes, donc ils se choisissent encore une fois leur destin, et on verra ce soir ou demain quel est le résultat. Netanyahou, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? La France, elle porte pas d'appréciation sur les dirigeants étrangers. Nous, on discute, on dialogue avec les dirigeants que les peuples se choisissent. Donc voilà, on prendra celui qui sera élu. Merci Jean-Baptiste Lemoyne, ministre en charge de l'Europe et des Affaires étrangères, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, nous aurons Guy Novès qui sera avec nous à l'antenne, et puis Dany Moreau à 8h20 qui pirate l'info, c'est ça Dany, hein, reste avec nous, 7h57.